Nous allons donc à présent nous intéresser aux 6 groupes de travail scientifiques, 5 groupes thématiques et un transverse qui ont été constitués dans le cadre de la démarche prospective. L'objectif de leurs travaux, depuis déjà plusieurs semaines, cerner les questionnements scientifiques et les évolutions méthodologiques pour la prochaine décennie. Alors on démarre avec Xavier Capet pour le groupe Océan Physique et Biogéochimie. Merci beaucoup. Donc oui, on va faire un bref survol de... je crois qu'on a eu en tout 6 réunions depuis le mois d'octobre avec un groupe de 9 personnes. Vous voyez les noms ici, représentatifs d'une certaine diversité de laboratoires impliqués sur des questions de physique et de biogéochimie marine. Sur ce qui est, et alors je vais suivre un peu le canevas qui avait été celui des livrables en termes de recommandations à la flotte. Et le premier élément, c'était évolution scientifique les plus notables, et pour nous, il y en a essentiellement une. C'est la montée en puissance des campagnes intégrées physique, biogéochimie, certaines mobilisant de larges fractions de la communauté nationale. Et ça a des implications importantes, notamment parce que pour cette communauté, il nous semble que le fait, par exemple, d'imaginer avoir des bateaux plus petits ou d'avoir des bateaux dans lesquels on a des soutes importantes, par exemple pour des propulsions à l'ammoniac, et donc tout ça réduisant l'espace de cabine et de possibilités d'embarquement, notamment scientifique, c'est pas des options qui nous semblent pertinentes pour la dynamique de nos thématiques. Besoin de la communauté en termes de moyens FOF. Là, je vais aller très vite pour gagner un peu de temps. Il y a un poster qui reprend tous ces éléments-là et on pourra en discuter plus largement autour du poster. On est nombreux du groupe à être présents aujourd'hui. Grand navire permettant de travailler dans une vaste gamme de conditions. Navire de façade et semi-hauturier. Navire de station. Et puis observation en route, mesures propres, paramètres atmosphériques sur lesquels on a eu nous on n'a pas eu de retour, on n'était pas d'atmosphéricien, et d'ailleurs je pense que c'est un élément de la prospective qui à un moment donné il faudra regarder. Et puis déploiement et récupération d'engins autonomes. Alors, j'en viens maintenant à la partie peut-être la plus importante, qui est diminuer l'impact environnemental. Comment est-ce qu'on envisage quelle piste? Et on a essentiellement, on propose 3 pistes. La première, c'est une piste bien connue qui d'ailleurs est déjà utilisée, qui est une réduction des vitesses cibles pour le transit et aussi, si possible, pour les déplacements entre stations. Voilà. La deuxième, c'est la réduction du nombre, on a travaillé sur cette piste, la réduction du nombre de navires hauturiers de 4 à 3, hors cas du Michel Rocard, j'y reviendrai dans un instant brièvement. On a surtout travaillé sur à quelles conditions on peut imaginer de réduire le nombre de navires en limitant l'impact pour la science qui est produite. Et la slide suivante listerait un certain nombre de ces conditions qui nous semblent importantes, indispensables, et qui sont des conditions d'optimisation. En quelque sorte. Comment est-ce qu'on arrive à mieux travailler? Comment est-ce que le fait de passer de 4 à 3 navires nous met dans un cadre vertueux dans lequel on arrive à débloquer un certain nombre de choses et travailler de manière plus efficace? Et puis le troisième point, qui est indépendant, c'est pas un navire qui est remplacé par un autre, mais j'en parlerai pas vraiment, je vais pas y revenir. Il y aura des choses qui seront faites notamment demain là-dessus, qui serait la mise à disposition d'un ou plusieurs voiliers dans la constitution de la flotte, qui pourrait être bien adapté à certains types de campagnes physique et biogéochimie, mais pas toutes. Voilà. Et un dernier point sur le voilier, c'est qu'il est là dans cette case sobriété. En fait, c'est un peu hybride, c'est difficile de le classifier. Et donc, il est à sobriété, mais il peut y avoir débat sur le fait que c'est exactement de la sobriété ou pas. Et donc là, j'en viens à la deuxième série de recommandations ou de pistes sur lesquelles et qui sont donc essentiellement en termes des questions d'efficacité et en accompagnement des mesures de sobriété dont j'ai parlé plus haut. Il nous semble que pour que le processus puisse bien se passer, il faut absolument, mais ça a été déjà dit, donc je ne vais pas y revenir trop, une inclusivité du processus, et notamment que toute la communauté s'en saisisse, communauté scientifique, les différents organes, les CNF, SNO, la CSO, etc.
pour regarder les marges de manœuvre, et puis aussi les marins, les sédentaires, qui ont plein de choses à dire sur la manière de travailler sur les navires de demain. Équité et transparence dans les réductions de temps bateau entre les communautés scientifiques, affrètement pour le privé et émissions de services publics, en insistant, et on pourra y revenir dans les discussions autour des posters, sur le fait que équité ne veut pas dire égalité. Il y a des contraintes réglementaires, thématiques, géographiques qui font que on ne peut pas forcément appliquer un abattement comme ça à tout le monde, mais il y a une question d'équité à respecter. Et puis il y a aussi une question de savoir comment est-ce qu'on évite, dans un contexte de restriction des temps bateaux, une évasion vers des moyens privés dans n'importe quel cadre. Et là, on a un avis du COMETS qui a été rappelé, et puis une prospective COSOA qui propose des pistes sur la manière d'encadrer tout ça. Et puis, ça c'est très important, une meilleure anticipation qui permet des mutualisations et des optimisations, avec ce qui nous semble important, je vais mentionner 2 points, recours généralisé à l'outil appel à manifestation d'intérêt, et puis des changements, des évolutions dans les procédures de financement national. Là on a vraiment besoin pour avoir une visibilité au-delà de 2 ans. Et enfin, un travail collectif de plaidoyer, de la DFO, des organismes, des scientifiques, pour sécuriser les financements nécessaires à la mise en œuvre de la prospective, et en particulier de la construction de bateaux dans l'état de l'art, et aussi la sécurisation des approvisionnements en carburant à haute valeur environnementale et sociale. Et puis enfin, valorisation des transits, ça c'est un autre point d'optimisation qui nous semble important. Ouais, bon, je vais faire vite parce que vous avez compris le message qui ressort du groupe. C'est le fait que sur l'irruption du Michel Rocard, il faut soumettre une éventuelle intégration de ce navire à une évaluation bénéfices scientifiques et sociétaux versus impacts environnementaux et aussi coûts financiers. Comment est-ce que ça impacte la flotte à moyen et long terme? CF, l'avis du COMETS, mais aussi le dernier avis qui a été rendu. Et juste peut-être pour poser une question, notamment en termes d'évaluation des coûts, c'est quel est le surcoût de faire naviguer un navire glace 9 mois par an dans les tropiques? Je sais pas s'il y a un chiffre, mais ce chiffre, il a besoin d'être connu avant qu'on puisse décider de quoi que ce soit, en fait. Et puis, dernière recommandation, plutôt très générale, qui est de tenter autant que possible d'expliciter les scénarios socio-économiques de macro-échelle et leurs implications pour notre domaine scientifique. Ces scénarios qui sous-tendent les recommandations et les choix prospectifs qu'on va faire. Il nous semble que ça devrait nous permettre d'identifier différents points de vue et les raisons pour lesquelles on a des points de vue différents sur la manière dont la flotte doit se décarboner. Et puis de ce fait-là, nous aider à construire des compromis. Voilà, je vous remercie. À présent, le groupe Paléo-Climat et Paléo-Environnement, avec Viviane Bourreau-Mazeille. Donc moi, je vais vous présenter les travaux issus du groupe de travail Paléo-Climat et Paléo-Environnement, avec une question qui était claire au début, c'était d'essayer d'extraire les nouvelles orientations scientifiques de notre communauté, de la traduire en termes de méthodologie associée à ces questionnements scientifiques et de définir donc quels étaient les nouveaux besoins en termes de moyens flotte dans un contexte de sobriété environnementale et d'essayer d'avoir une vision sur les échéances pour la mise en œuvre de ces mesures. Alors, quand on parle de groupe de travail Paléo-Climat, Paléo-Environnement, ça couvre des très larges thématiques et avec des questions qui sont multiples. Et le challenge qui nous a été lancé, c'est d'essayer de répondre à ces questions scientifiques qui sont de plus en plus pointues, à la fois en termes de temporalité, avec des choses sur la saisonnalité, mais aussi en termes de spatialité, avec l'accès à des zones critiques ou à des zones peu étudiées, tout en limitant notre empreinte carbone et dans un contexte d'une éventuelle réduction du nombre de bateaux au sein de la flotte. Donc ici, en termes de paléoclimat, l'idée, c'est de regarder la variabilité climatique à différentes échelles de temps. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est cette échelle de temps qui va contraindre les besoins et la méthodologie qu'on va utiliser, avec
des paramètres environnementaux qu'on va essayer d'étudier à la fois à très grande échelle, donc des échelles géologiques, mais aussi à des beaucoup plus petites échelles en s'intéressant à des événements extrêmes, très rapides, à ce moment-là à l'échelle humaine. Ce qui nous amène à faire des reconstructions donc de la variabilité climatique à différentes échelles de temps. Et différentes échelles de temps, j'ai repris ici un exemple d'une carotte qui fait 40 mètres. Alors il faut bien retenir ce 40 mètres parce qu'elle nous permet d'atteindre 1 million d'années, c'est-à-dire à un moment où on a des transitions importantes au niveau climatique. Donc ça va nous permettre de pouvoir voir cette variabilité-là, mais également de s'intéresser à des événements, des analogues chauds par exemple, et de regarder aussi des petits événements, des transitions très importantes dans le système climatique à haute résolution, et de s'intéresser aux transitions entre des états d'équilibre du système climatique. Bien évidemment, on ne peut pas faire ça sans avoir une approche qui intègre ce qui se passe dans la colonne d'eau. Donc on ne regarde pas que le sédiment, parce qu'on va avoir besoin de regarder ce qui se passe à l'interface entre l'eau et le sédiment pour calibrer nos paramètres et en les interpréter en termes climatiques. Donc tout ça, ça nous amène à quoi? À avoir comme cible des séquences sédimentaires longues et continues pour pouvoir faire une étude à haute résolution, à la fois temporelle, mais aussi spatiale, donc à l'échelle globale. Donc voilà, je l'ai dit, nous, un peu notre conclusion là-dessus, c'était qu'il fallait qu'on continue d'obtenir des carottages longs. Quand je dis long, c'est supérieur à 60 mètres, c'est-à-dire pas sur tous les navires de la flotte, donc c'est déjà une première contrainte. Il faut également qu'on puisse y associer des méthodologies complémentaires, comme le carottier casque ou le carottier d'interface, qui nous permettent d'avoir des plus grands volumes de sédiments, de regarder ce qui se passe à l'interface entre l'eau et le sédiment, d'avoir aussi une idée de tout ce qui se passe en sismique pour comprendre comment les sédiments se sont accumulés et préservés, pour comprendre le message qu'on est en train de regarder. Bien sûr, on s'est aussi penché sur la question d'avoir une réflexion sur quels pourraient être les nouveaux outils qui pourraient nous servir, donc des réflexions sur des outils qui nous permettraient de récupérer toujours des séquences sédimentaires longues, mais dans des lithologies où on n'a pas l'habitude de les récupérer, d'où l'idée de déployer des outils comme le MEBO ou comme des vibrocarottiers. Et forcément, ces méthodologies, on les a déclinées en termes de besoins en termes de moyens flotte. Donc l'idée, c'est de maintenir l'accès à tous ces outils, et notamment le carottage, de pouvoir avoir un rayonnement tous océans, j'en reparlerai un tout petit peu après, mais également de penser à maintenir cette capacité de carottage qu'on a actuellement en la modernisant, et donc en soutenant le développement technologique et R&D autour de ces instruments. Donc ici, ce qu'on a retiré de cet exercice pour cette partie-là, c'est que si on veut avoir des navires qui répondent aux besoins des scientifiques, il faut que les scientifiques soient impliqués dès le départ, dès le cahier des charges. Et on voit que ce n'est pas toujours le cas. Je fais écho aux propos qui ont été tenus il y a quelques instants. Et bien sûr, on a aussi essayé de replacer toutes ces activités-là, c'est notre liste au Père Noël, essayer de les replacer dans un contexte de sobriété environnementale. Donc on a également réfléchi, comme dans tous les autres groupes, comment on pouvait limiter notre empreinte carbone. Donc bien évidemment, on en a déjà parlé, je ne vais pas m'attarder dessus, mais la réduction de la vitesse des navires, également la réduction du nombre de campagnes. On a essayé d'évaluer ce que ça avait comme impact sur nos activités scientifiques. Donc ça a déjà été dit, mais ça a un impact sur nos activités de recherche. Pourquoi? Parce que ça va soit diminuer nos objectifs scientifiques, si on diminue le temps bateau, soit on va allonger les campagnes, et du coup ça modifie également notre empreinte environnementale, et ça a des répercussions sur nos métiers de chercheurs, où l'évaluation est individuelle, dans une communauté où quand même on est assez compétitif. Le deuxième point, ça a été déjà, c'est des choses sur lesquelles on converge entre les différents groupes. L'idée d'avoir des campagnes pluridisciplinaires, alors c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on expérimente quand même depuis de nombreuses années, avec la volonté d'agréger les campagnes, la nécessité d'utiliser les dispositifs comme l'appel à manifestation d'intérêt. Avec un exemple, l'année dernière, l'été 2023, on a pu faire une campagne où ils avaient réuni 2 campagnes sur la même zone géographique au Brésil. L'utilisation aussi des valorisations de transit. Alors toujours l'été dernier, on a pu faire une valorisation de transit entre la Réunion et le Brésil. Et là, on a pu faire des mesures atmosphériques et des captures d'aérosols. Donc là, il y avait une vraie connexion avec les gens qui travaillent dans l'atmosphère. Et puis toujours des mesures, la généralisation de mesures de type semi-automatique ou automatique lorsque c'est possible. Et je vais prendre encore un exemple récent, qui est les dispositifs Mapio sur le Marion Dufresne, où il y a des mesures atmosphériques qui sont faites en continu. Alors le dernier point, si on
on réduit nos activités à bord, il va falloir quand même qu'on travaille. Et pour atteindre nos objectifs scientifiques, il va nous rester à développer une meilleure exploitation, la gestion à la fois des échantillons et des données. Alors, il y a plein d'initiatives, les cybercarothèques, les bases de données, mais tout ça, ça va avoir un coût en ressources humaines, parce qu'il va falloir gérer ces cybercarothèques, gérer ces bases de données, et on revient sur l'impact que ça va avoir à développer des serveurs sur notre empreinte carbone. Donc ce n'est pas une réponse facile à cette question-là. Et puis on s'est penché sur 2 autres points. Vous verrez que ce qu'on appelle la mobilité douce pour les activités de carottage, ce n'est pas vraiment compatible. Et puis la téléprésence. Alors de nouveau, c'est peut-être quelque chose qui est possible pour certaines thématiques, mais pour le carottage, ça semble un petit peu compliqué. Et puis pour avoir expérimenté la téléprésence à bord, c'est-à-dire travailler, essayer de faire des réunions quand on est à bord avec les gens qui sont à terre, je pense qu'il y a encore beaucoup de marge de manœuvre pour améliorer le système. Alors tout ça, voilà, ça va nous conduire à garder 3 idées fortes sur ces réductions de l'impact environnemental. Donc tout ce qui est lié à la réduction du temps navire ou des durées des campagnes, augmenter le nombre de campagnes qui regroupent différentes thématiques par zone géographique, et puis une meilleure exploitation des échantillons et des données. Alors quelles échéances pour toutes ces mesures? Alors quand on a parlé d'échéances au sein de la communauté, il y a quelque chose qui est revenu, c'est un peu le terme d'inquiétude. Inquiétude pourquoi? Qu'est-ce qui va devenir de ce carottage long qui est quand même un des fleurons de la flotte française? Alors ici, il y a un petit diagramme qui est issu du livre blanc Paléoclim, qui vous donne le nombre de campagnes de carottage et le nombre de carottes obtenues depuis 1995. Et il y a une inquiétude légitime de la communauté sur est-ce qu'on va pouvoir continuer à acquérir des carottes très longues, supérieures à 40 mètres, sur les navires de la flotte. Et une inquiétude aussi dans le cadre où on a une évolution incertaine du programme IODP. Est-ce que les États-Unis se désengagent? Que va devenir le GEOIDES? Donc on n'aura plus accès à des séquences sédimentaires longues. Le point suivant, c'est d'avoir choisi des priorités. Alors on a des priorités, effectivement. Si on veut maintenir ces capacités de carottage très longues du Calypso, il faut aussi penser au développement technologique associé. L'idéal, ce serait d'avoir un accès tous océans. C'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté dans la communauté. Si vous avez une petite image des missions du Marion Dufresne sur lequel se fait ce carottage long, et on voit que le Pacifique reste un grand absent pour des raisons qui sont liées à la zonation géographique du Marion Dufresne. Et puis bien sûr le renforcement des synergies entre les communautés. Ça, c'est quelque chose sur lequel on ne va pas revenir parce que c'est très, très clair. Et puis, quand on a parlé d'échéance, on a parlé aussi qu'il fallait peut-être résoudre des difficultés qui étaient déjà présentes lors du dernier exercice de prospective. Des difficultés en termes de programmation, des programmations. Alors, au-delà du simple désagrément pour les équipes scientifiques qui ont investi du temps et de l'argent pour ces missions, il y a aussi notre crédibilité vis-à-vis de nos partenaires étrangers qui ne comprennent pas bien comment fonctionne le système. L'identification au sein du système de ces différents acteurs, l'armateur, l'affréteur, l'opérateur, par rapport aux scientifiques, il y a des choses à éclaircir dans ces relations. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais on a eu une campagne en 2023 qui a été assez emblématique sur les difficultés qu'on a pu rencontrer dans cet exercice. Et puis, un dernier point, je vais finir sur une note pas très positive, je suis désolée, c'est le problème récurrent des autorisations de travaux pour pas mal de campagnes qui sont dans des zones difficiles. Et quelquefois, la campagne est annulée la veille du départ du navire. C'est arrivé l'année dernière pour le golfe de Gabès. Donc, c'est des problèmes qu'il faut pouvoir résoudre avant de penser à des échéances futures, parce que ces problèmes ne sont pas nouveaux, ils existaient déjà il y a 10 ans. Je vous remercie. Merci pour cette présentation. Pour le groupe Géosciences Marines, Milena Marjanovic. Merci. Peut-être que je peux commencer. Bonjour, merci d'être là. Moi, je représente Géosciences Marines et on a aussi travaillé sur des questions. Je commençais avec des questions scientifiques, nouvelles méthodologies, technologies, besoin de termes, de moyens de flotte, propositions visant à diminuer l'impact environnemental, et après, j'ai terminé avec des défis et recommandations. Ça, c'est notre équipe. On s'est réunis 6 fois, je pense, en visio. Donc, moi, je suis animatrice.
Martin, Hervé, Manuel, Marc-André, Muriel, Elia, Sébastien, numéro 2, Géocéan, et Benoît. Donc, on s'est focalisé le premier temps sur les questions scientifiques. On a décidé de grouper, d'organiser des questions par thème. Donc on a regardé en première temps des dorsales. Il y avait déjà des questions identifiées dans le document de 2017, donc on a seulement complété. Par exemple, on a eu les questions de comment les processus d'expansion des fonds marins fluctuant dans l'espace et dans le temps, et on a ajouté comment la lithosphère océanique se forme à partir des dorsales médio-océaniques ultra-lentes et ultra-rapides. Après, on a identifié circulation des fluides comme notre thème, comment fonctionnent les échanges de chaleur, de masse et de produits chimiques. C'est pas la peine de lire tout, mais on a le document qu'on va préparer et avoir en disposition. On a identifié aussi failles transformantes et zones de détachement. Quels sont les processus de manteau conduisant à la formation de la faille transformant, par exemple. On a identifié un thème qui n'était pas présent dans le document de 2017. Ça, c'est la frontière lithosphère-asténosphère qu'on a pensé qui est important d'inclure. Donc, on a discuté, on a identifié des questions, par exemple, quelle est la nature de la frontière lithosphère-asténosphère. Source to sink, ça c'était la partie qui était bien présente dans le document, donc caractérisation des processus de transport des peaux hydrodynamiques, caractérisation de la fréquence des transferts, et on a aussi ajouté d'autres points. Et il y avait 3 thèmes qui n'étaient pas vraiment présents, et on a pensé, comme géosciences marines, on doit les inclure. Ça, c'est les marges continentales, aléas et zones de subduction. Et c'est, par exemple, pour marge continentale, quels sont les impacts de transition entre la lithosphère continentale et une lithosphère océanique sur la structure, la composition et le régime thermique de la lithosphère. Aléas, c'est une partie vraiment importante pour géosciences marines. Et zone de subduction, c'est évident. Le dernier thème, c'était vraiment la thème de lier tout le terre solide avec les enveloppes, ces enveloppes et manière dont elles répondent aux activités anthropiques. Donc la deuxième partie de notre activité s'est focalisée sur les besoins en termes de moyens de flotte, avec l'objectif d'identifier les équipements communs et navires acquis. Donc, par exemple, pour le sismique, on a discuté de la possibilité d'avoir une flotte, un câble plus long, 8 à 15 km, et aussi compatible avec des câbles qu'on a chez notre voisin, par exemple espagnol, et peut-être pas acheter le nouveau câble, mais utiliser 2 câbles ensemble. L'autre chose que c'est particulière pour la sismique que je dois mentionner, c'est la possibilité de monter le source sismique sur Marianne Dufresne. Maintenant, c'est seulement possible sur pourquoi pas. On a aussi discuté la possibilité de fibre optique, réflexion pour le développement de systèmes de câbles DAS, engins submersibles, je reviens sur ça. Après, géodésie, par exemple, pour récupération de ROV par double câble, mouillage. Et pour carottage, ça s'était déjà évoqué, mais on a discuté que carottage long, c'est vraiment important et on doit avoir la possibilité au moins sur un navire pour avoir le carottage long, et aussi d'avoir la possibilité d'avoir carottage court et à moyen sur les autres navires. Flux de chaleur, machine learning aussi. Machine learning dans le sens pour déclencher et étendre les instruments à distance, donner des réflectivités, stations au fond de mer, etc. On a aussi discuté un peu l'avenir de Nautil, qu'on a déjà mentionné. Et deuxième ROV grand fond.
optimiser l'utilisation des ROV, d'avoir une véritable autonomie des EUV sans surveillance, drones de surface. Et quand on était posé la question d'identifier les zones qui ont l'intérêt scientifique de travailler, c'est vraiment toutes les zones où on trouve la grande question qu'on veut répondre. Donc, c'est en discutant interdisciplinaires, les campagnes ou expéditions interdisciplinaires longues et courtes, ça dépend de besoins, de l'objectif scientifique et aussi de capacité de navire. Et la chose que Géosciences Marines, le groupe Géosciences Marines a vraiment insisté, c'est le développement de réponses rapides aux événements catastrophiques. Maintenant, c'est la dernière partie de notre réflexion, c'est la proposition visant à diminuer l'impact environnemental. Et on a fait deux parties, court terme et long terme. Et je pense qu'il y a beaucoup des points qui sont déjà dits avant. Donc, optimisation des transits. On a aussi identifié planification. Planification au sens de savoir, par exemple, où se trouvent les bateaux pendant, je ne sais pas, 2 ans. D'avoir une carte et savoir où se trouvent les bateaux qui sont classés ou l'expédition, mission classée P1. Exploitation des données existantes, promouvoir une science ouverte, téléprésence et téléscience. Ça, c'est pas trop dans le sens de réduire beaucoup de CO2, mais c'est aussi d'avoir l'opportunité d'avoir beaucoup plus, d'ouvrir les expéditions et campagnes pour une vision interdisciplinaire. C'est aussi de promouvoir slow science. On sait que les questions fondamentales, on ne peut pas répondre très rapidement. On a besoin de temps. Et oui, c'est plutôt qualité que quantité. D'avoir les données qui sont accessibles au public, prendre le temps d'exploiter, explorer des données existantes. Monde d'expédition, mais tout en restant ambitieux sur nos objectifs scientifiques. C'est aussi important d'avoir communication entre les PIs, les chefs de machine et ponts. Et le point final pour le court terme, c'est des positions dynamiques qui doivent être utilisées seulement quand c'est vraiment nécessaire. Pour le long terme, on a proposé l'utilisation des drones comme gliders et nouveaux navires plus modernes. Et c'est la dernière slide, c'est plutôt des défis et recommandations. Pour les questions scientifiques, c'est vraiment comment aborder les grandes questions scientifiques avec un nombre réduit de campagnes et un système de financement disjoint. Et comment rester compétitif face au programme de financement internationaux avec un décalage important dans la planification de délais et de la programmation des campagnes. En regardant le besoin en termes de moyens de flotte, développer les instruments et des méthodologies suivant des technologies innovatives. Et pour la proposition visant à diminuer l'impact, c'est concentré sur l'efficacité du travail en utilisant le transit et le temps sur le navire, et aussi d'utiliser des données qui déjà existent et produire la science qui est intéressante. Ça, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Sarah Samadi pour le groupe Biologie marine et biodiversité. Bonjour, donc moi j'ai animé le groupe Biologie marine dont vous voyez les différents participants. On s'est réunis dans des configurations, je dirais, variées avec les différentes personnes dans ce groupe. Et puis on a essayé d'interroger la communauté autant que possible. C'est pas toujours facile, mais bon, on a quand même réussi à avoir un certain nombre de retours.
Alors, un point, j'ai commencé la présentation par cette carte. C'est un article qui a été publié récemment, en 2021, qui est une représentation des données sur la biodiversité en général, en mer comme en terre. Et donc, vous pouvez voir que l'océan est très vide, et l'essentiel de l'océan est très vide, à part peut-être dans l'hémisphère nord atlantique. Donc, un point important, c'est que, donc à partir de ce constat, on a essayé de revoir ce qui avait été mis dans la prospective précédente en essayant de proposer quelque chose d'un peu général pour toutes les branches de la biologie. La communauté des biologistes est probablement moins organisée et structurée que les autres communautés qu'on a vues, mais ça nous a paru important d'essayer d'avoir des choses un peu communes pour l'ensemble des biologistes. Donc un premier point, c'était qu'il y a un besoin fort de progresser dans la caractérisation des biodiversités dans toutes les gammes de taille d'organismes, à toutes les profondeurs et à l'échelle de l'océan mondial. Donc biodiversité au pluriel, parce qu'il s'agit du nombre d'espèces, de la diversité fonctionnelle, de la diversité des communautés, des habitats, etc. Et ça, c'est vraiment un enjeu majeur et ça se pose d'une connaissance de base. Il y a besoin de mieux prendre en compte l'ensemble des habitats, des comportements biologiques. Donc ça a un lien avec la première question. Dans l'étude des grands cycles biogéochimiques. Donc la biogéochimie était traitée dans un autre groupe, mais prendre en compte tous les compartiments du fond de l'océan jusqu'à la colonne d'eau pour mieux comprendre ces cycles à l'échelle mondiale, c'est vraiment quelque chose d'important. Un autre point, c'est qu'on a une mauvaise connaissance des facteurs qui contrôlent la distribution spatiale des organismes à différentes échelles géographiques et dans les différents compartiments. Et ça, le fait de ne pas connaître ces facteurs, ça empêche de dire des choses pertinentes sur les changements, que ce soit les changements climatiques, les perturbations, etc. Il y a besoin de mieux comprendre aussi les couplages fonctionnels entre les différents compartiments biologiques de l'océan. Par exemple, comprendre les flux énergétiques qu'il peut y avoir entre le fond et la surface, les flux démographiques avec la dispersion larvaire, etc. Il y a besoin de comprendre ça, de comprendre quelle est l'échelle géographique et bathymétrique de ces couplages, quelles sont les interactions entre ces flux et l'hétérogénéité dans la distribution spatiale des organismes. Donc tout ça, encore une fois, il y a une connaissance de base qui est très parcellaire. Il y a besoin de caractériser les interactions entre les organismes et les facteurs qui la contrôlent, et cela afin de mieux comprendre les rôles dans le fonctionnement des écosystèmes. Alors, un point important aussi qui est ressorti de notre discussion, c'est qu'il y a besoin de comprendre comment les activités anthropiques cumulées modifie durablement la structure et le fonctionnement des communautés océaniques. Donc on a vu qu'on connaît mal ces communautés, mais en plus ces communautés, avant même qu'on les ait caractérisées, elles connaissent des changements forts et durables, comme l'artificialisation du milieu, y compris au large, avec par exemple l'implantation d'éoliennes, de plateformes, etc. Les pollutions, plastiques et autres, qui impactent jusqu'au fond des plus grandes fosses océaniques, le réchauffement, la présence de bruit anthropique, la lumière, etc. Donc ça, c'est vraiment un élément nouveau et qui a besoin d'être pris en compte dans la compréhension d'écosystèmes dont on ne connaît pas le fonctionnement de base. Il y a besoin de développer des approches diachroniques pour identifier les facteurs qui expliquent les changements rapides. Et ça implique aussi de remobiliser des échantillons des campagnes passées et de les comparer avec des nouveaux échantillonnages. Donc voilà, ça c'est des grandes questions qu'on a essayé de formuler de façon générale. Et on a après ensuite réfléchi à quelles étaient les méthodes scientifiques qu'on avait besoin d'associer à ces grandes questions. Donc le premier point important, c'est que toutes les méthodes qu'on utilise aujourd'hui et même depuis assez longtemps sont d'actualité et ont besoin de continuer à être mobilisées pour compléter ce plan d'échantillonnage à l'échelle mondiale, à toutes les profondeurs, dans tous les compartiments biologiques. Donc ça va de la plongée avec des plongeurs scientifiques, du dragage, du chalutage, la collecte d'eau, les données acoustiques couplées au prélèvement d'organismes pour interpréter ces données acoustiques, le fait de déployer des colonisateurs, des robots bien sûr, etc. Et un point important, c'est qu'il y a besoin de progresser dans le fait de bancariser les échantillons, d'associer des données à ces banques d'échantillons dans des bases de données qui permettent de connaître l'origine des échantillons, les protocoles d'acquisition, le traitement, etc.
que ça, c'est pas suffisamment structuré aujourd'hui et qu'il y a besoin de progresser dans cette direction-là et que ça, c'est un point important dans l'impact des activités et leur portée. Alors, en termes de nouvelles choses, il y a besoin de développer des nouveaux vecteurs ou systèmes d'observatoire qui soient couplés à tous les développements de nouveaux capteurs, en particulier issus de la chimie, par exemple. Et ça, pour compléter l'échantillonnage sur des échelles géographiques qui soient emboîtées et dans des séries temporelles, pour amener une dimension explicative aux travaux de la biologie. C'est important de développer des approches expérimentales qui complètent les approches in situ, par exemple les mésocosmes, et ça pour caractériser l'impact des changements des facteurs environnementaux. Il y a besoin de développer aussi les nouvelles méthodes de caractérisation du vivant à travers ce qu'on appelle les omics, donc toute la caractérisation de l'ADN, de l'ARN, des protéines, etc. Mais aussi de nouvelles approches pour mesurer les flux d'énergie, les flux de matière. Il y a besoin de développer des méthodes d'analyse de ces grands jeux de données. Et ça vaut pour tous les types de données, donc les données omiques, mais aussi l'acquisition d'images, de mesures, etc. Donc là, il y a besoin de développer des méthodes d'analyse adaptées. Et ça a un lien aussi avec ce que j'ai dit avant sur la bancarisation et l'association de bases de données qui renseignent toutes les données qui expliquent comment ces données ont été acquises. Il y a besoin, alors ça c'est un point aussi extrêmement important, c'est développer les approches interdisciplinaires. Et pour pouvoir faire ces approches interdisciplinaires, il y a besoin de faire coïncider les échelles d'observation spatiales et temporelles des variables biologiques et environnementales. Et ça, c'est pas si trivial que ça, et c'est vraiment important que ça soit pensé en amont. Alors, en besoin en termes de flotte, donc nous, on insiste que pour approcher sur une caractérisation cohérente des océans, il est nécessaire de pouvoir déployer des moyens à la mer dans toutes les régions océaniques, avec un effort vers les zones les moins étudiées. Donc pour ça, il nous a semblé qu'il serait intéressant d'accroître la flotte de navires océanographiques polyvalents, de type côtier, mais aussi semi-hauturiers, tout en maintenant des grands navires qui, eux, permettent de déployer des engins sous-marins et des équipements lourds et ou des équipes interdisciplinaires, notamment dans les zones qui sont éloignées géographiquement, comme par exemple le sud de l'océan Indien. L'autre point qui nous paraît extrêmement important, c'est qu'il y ait mise en place de procédures et des formations pour maintenir de façon optimale et autonome les équipements critiques, appareils de pont, équipements informatiques, et ça pendant les campagnes en mer. Ça paraît être quelque chose qui va de soi, mais ça a paru important à toute la communauté d'insister sur ce point-là. Alors, une autre chose, c'est que de façon générale, il nous est paru important de renforcer les interactions entre les équipes scientifiques, de développement technique et les équipages. Que c'est vraiment ça qui permet d'optimiser finalement ce qui est fait pendant le temps bateau et donc de diminuer quelque part son impact. Donc développer des protocoles et des outils informatiques qui permettent, dès le déploiement des opérations en mer, d'assurer la traçabilité et la visibilité des métadonnées associées aux échantillons et aux données, et pour que cela soit visible in fine dans les publications scientifiques. Donc il y a une question d'interopérabilité avec les bases de données, et celle notamment des infrastructures de bancarisation des échantillons. Donc bien sûr, comme en lien avec les objectifs, les outils avant, il y a la question de développement des nouveaux vecteurs, mais aussi on a identifié le fait de développer dans les navires des espaces modulables pour intégrer des nouvelles approches en mer, comme les ADN traces, mésocosmes. Mais ça, bien sûr, ça implique d'avoir des liens forts entre les équipes scientifiques et les équipes de développement. Alors, concernant les propositions visant à diminuer l'impact environnemental, donc là, on a mis un certain nombre de mesures et on espère que l'atelier va permettre de discuter de la hiérarchisation de tout ça. On n'a pas mis de numéro, on a mis des petits points parce que c'était pour justement ouvrir la discussion. Donc, en pagaille, donc, par exemple, on pensait que c'était important que les équipes qui proposent des missions et une auto-évaluation en amont de leur campagne, des impacts de leurs travaux, relativement à la quantité, la qualité et la durabilité des données acquises. Donc c'est des choses qu'on fait souvent au moment des autorisations, etc., mais qui ne sont pas formellement dans les demandes de campagne. Et ça nous a paru intéressant de faire cette proposition.
Un autre point qui est sorti aussi, c'est l'optimisation et la professionnalisation de la logistique post- et pré-mission, où on pense qu'il y a beaucoup de pertes en fait et de gâchis. Il y a accroître les possibilités de valorisation de transit, ça a déjà été dit. Réduire l'abandon de l'est au fond des engins et des mouillages. Assurer une exploitation optimale des données et des échantillons acquis. Et ça, on insiste sur le fait qu'il y a besoin de systèmes de financement qui soient dédiés et qui prennent en compte les contraintes des calendriers de programmation et que ces systèmes soient dédiés pas seulement à la recherche et aux grandes questions scientifiques, mais au fait que de la mise à disposition des échantillons et des données issues des campagnes. Donc il nous semble important d'insister qu'il y a besoin de développer les infrastructures de bancarisation des échantillons et des données, et ça pour améliorer finalement la rentabilité et l'impact des opérations en mer. Et bien sûr, ça a été déjà dit, renouveler la réflexion sur la propulsion et le positionnement dynamique. Voilà, donc je vous invite à discuter de tous ces points pendant l'atelier. Merci beaucoup. Mathieu Doré pour le groupe Biologie halieutique et gestion des ressources. Merci, bonjour à tous. Je vais vous présenter les résultats du groupe halieutique qu'on a rebaptisé Approche écosystémique des pêches. Donc vous voyez les membres du groupe ici. Donc on a eu plusieurs réunions entre nous. Et on a également essayé de consulter la communauté plus large, notamment lors de la réunion annuelle du système d'information halieutique d'Ifremer. Alors... c'est dans l'autre sens. Ok. Donc on s'est d'abord attaché à détailler les grandes questions scientifiques qui se posent à notre communauté. Donc la première question, c'est comment surveiller à long terme l'état et les dynamiques spatio-temporelles des populations exploitées par la pêche et des écosystèmes qui les soutiennent. La deuxième question, c'est d'étudier les effets cumulés de la pêche, des pollutions et du dérèglement climatique sur la dynamique des populations exploitées, la biodiversité et les écosystèmes. Notre troisième question de recherche, c'est étudier les effets en cascade entre les composants des écosystèmes lors de leur changement d'état. Et dernière question, c'est évaluer l'effet des aires marines protégées et des parcs éoliens qui sont en plein développement sur les populations et les écosystèmes exploités par la pêche. Donc en termes de méthodologie scientifique, en halieutique, on a développé depuis presque 25 ans des campagnes interdisciplinaires pour suivre les plateaux continentaux et les zones côtières à différentes saisons, à long terme, et à l'échelle des façades maritimes et des zones de pêche françaises. Donc ça, c'est vraiment un outil qu'il faut maintenir et développer. Donc ces campagnes interdisciplinaires, elles nécessitent l'utilisation conjointe de différentes méthodes d'observation à différentes échelles, sur différentes plateformes et sur toutes les composantes des écosystèmes. Une spécificité de notre communauté, c'est que nous utilisons des protocoles d'observation qui sont standardisés, soit au niveau international ou national, puisque nos campagnes répondent pour la plupart à des objectifs d'appui à la puissance publique, donc gestion de la pêche ou évaluation du bon état des écosystèmes. Et on a également besoin de méthodes de suivi des aires marines protégées et des parcs éoliens dans l'hypothèse probable où on n'aura plus accès à ces zones à l'avenir. Donc il va falloir développer des moyens d'observation alternatifs. Donc quels sont les besoins en termes de moyens flotte que cela implique? Ça a déjà été dit, on va avoir besoin de navires adaptés pour mener des campagnes interdisciplinaires écosystémiques, à la fois dans la bande côtière, sur le plateau continental et de plus en plus au large, en métropole et en outre-mer. Donc ça nécessite de disposer de navires polyvalents avec de la place à bord pour accueillir des équipes et engins variés. Donc on anticipe qu'on va devoir continuer à réaliser des pêches scientifiques pour mener à bien nos objectifs scientifiques. Également des opérations en station impliquant des bâtissons, des rosettes, des profileurs. Et puis l'utilisation d'engins de plus en plus nombreux. Ça va des traîneaux benthiques à des drones de surface, des gliders ou d'autres engins sous-marins.
On a identifié également le besoin de continuer à développer des capteurs en route automatisés et donc aussi de la téléprésence pour pouvoir valoriser notamment des transits en utilisant ces capteurs à distance. Donc ça va des échosondeurs au cytomètre, des pompes en route, de l'imagerie en flux, de la vidéo, etc. Et enfin, on a identifié le besoin de suivi de maintenance des engins et des capteurs, puisqu'on a des séries de données à long terme, donc il faut garantir que les données sont toujours collectées de la même façon. Et puis également de la mise au point et de la calibration de méthodes entre elles, notamment pour s'assurer que les méthodes qui vont être développées pour observer dans les nouveaux parcs éoliens ou nouvelles aires marines protégées sont bien compatibles avec ce qu'on faisait avant avec des navires de recherche. Enfin, en termes de diminution de l'impact environnemental, une de nos premières réflexions, c'est qu'il était vraiment nécessaire de raisonner ces objectifs de réduction des impacts environnementaux de la FOF en adéquation avec son utilité sociale. Il y avait vraiment une nécessité d'avoir une proportionnalité entre les informations, les observations essentielles que ramène la FOF pour l'adaptation de nos sociétés avec son impact environnemental. Et qu'ensuite, il y a bien sûr des mesures à prendre pour réduire l'impact de la flotte. Tout d'abord, on a déjà beaucoup parlé, mais sur l'impact énergie-climat, avec des mesures de sobriété énergétique. Donc là, je ne vais pas redétailler ce que tous les autres collègues ont déjà cité sur la nécessité de mieux planifier, de réduire la vitesse si possible, etc. Des mesures d'efficacité énergétique, en réduisant par exemple dans notre cas la traînée des engins qu'on utilise pour réduire la dépense énergétique. Et puis le développement d'énergies renouvelables pour décarboner la propulsion, tout en maintenant les capacités des navires, notamment pour la traction des chaluts en ce qui nous concerne. Sachant qu'on est soumis à des contraintes spécifiques pour la réduction de cet impact environnemental, notamment en termes d'obligations réglementaires. Nous maintenons des suivis à long terme. Nos campagnes sont cofinancées pour ça. Et je l'ai déjà évoqué, on utilise des protocoles internationaux qui sont standardisés et qui ont déjà été optimisés depuis de nombreuses années pour collecter un maximum d'informations sur tout l'écosystème. Et une spécificité de notre communauté, c'est qu'on a également un impact sur la biodiversité via les prélèvements scientifiques. Donc on anticipe qu'on fera à l'avenir moins de prélèvements pour dénombrer des espèces, qu'on pourrait avoir des moyens alternatifs pour faire ce dénombrement, mais que les prélèvements vont rester nécessaires pour réaliser des analyses bio ou physiologiques. Donc on devra continuer à prélever une certaine quantité de biodiversité. Et nous avons déjà mis en place des mesures pour réduire la mortalité par pêche et la souffrance à bord des navires lors des opérations de prélèvement. Voilà, pour conclure, on a essayé de chiffrer un peu les échéances des différentes méthodes que je vous ai présentées et outils. Donc en termes de navires, de gliders autonomes, drones, donc ce sont des solutions qui sont déjà matures et qui sont déjà utilisées pour complémenter les navires de recherche. On n'imagine pas qu'ils vont les remplacer à l'avenir, mais ils fournissent d'excellents compléments pour notre communauté. On développe également des chaluts intelligents à base de vidéos ou des dispositifs qui permettent de réduire la mortalité. Donc ça, on imagine que dans 5 à 10 ans, ces solutions seront opérationnelles. On a également un besoin d'analyse automatique de l'imagerie pour la mégafaune, donc à base d'intelligence artificielle. Donc ça, on pense que dans 5 ans, ce serait possible. Il y a également un besoin de standardiser les prélèvements d'ADN environnementaux. Donc ça, on imagine que dans 5 à 10 ans, on pourrait atteindre cet objectif. Et plus généralement, il y a un besoin de développer des méthodes d'analyse ohmique, quantitative, qui pourraient complémenter d'autres méthodes pour un nombre réduit d'espèces. Potentiellement, dans une dizaine d'années, on pourrait réussir à faire de la génomique quantitative. Les protocoles pour limiter la mortalité par pêche, j'en ai déjà parlé. On commence déjà à en utiliser. Il y a des protocoles qui sont déjà en utilisation à bord. Donc, dans 0 à 5 ans,
on pense pouvoir faire des améliorations significatives dessus. La sobriété et efficacité énergétique, c'est pareil, hein. On fait déjà des choses à bord. Donc dans 0 à 5 ans, c'est faisable, mais le potentiel restera limité. Et enfin, pour les navires à propulsion non fossile, et là, on a bien compris que ça sera d'actualité dans environ 10 ans, quand on commencera à renouveler les navires hauturiers de la flotte. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et nous serons disponibles pour répondre à vos questions devant le poster. On termine avec Jacques Deverchères pour le groupe Transverse Enseignement. Bonjour. Alors, je vais vous parler au nom... Ah, ça marche pas. Je vais vous parler au nom d'un groupe de 8 personnes qui se sont réunies en visioconférence lors des derniers mois. Mince. Apparemment, il ne marche pas. Sans document, ça va être difficile. Donc, nous, on n'est pas une thématique scientifique, mais nous sommes des enseignants-chercheurs mobilisés pour la transmission des connaissances. C'est important de rappeler que, évidemment, nous allons être très transversal par rapport à tout ce qui vient d'être dit par mes collègues. Et visiblement... Alors, le fichier était gros, mais... C'est tout. Il vaudrait mieux la projeter quand même, non? Je peux donner mon PC? Merci. Ça devrait apparaître. Alors, voilà les personnes qui ont participé à ce groupe de travail. Donc, on l'a intitulé « Former aux recherches et enjeux des sciences marines ». Donc, première chose que je voudrais dire, on provient tous d'environnements pédagogiques différents, à différents établissements, comme vous le voyez ici. Et ce que je voudrais dire en préambule, c'est que, en fait, il y a une unité de lieu et de temps quand on va dans une campagne scientifique, et c'est ça qui fait le caractère précieux de ces interactions qu'on va pouvoir créer entre les étudiants, les apprenants en général, les chercheurs et les équipages. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important, et ça nous motive énormément pour continuer à faire ce qu'on fait en France, je pense, relativement bien, c'est-à-dire emmener, offrir des opportunités d'embarquement. C'est à moi de passer à la suivante. Donc les questions scientifiques, nous, c'est différent. On a plutôt des questions pédagogiques à vous proposer. Donc on va embrasser toutes les questions là, qui ont été développées par mes collègues en sciences de la mer. Et nous, notre travail, c'est d'amener les étudiants à se poser les bonnes questions scientifiques à travers cet embarquement et à donner accès aux mesures sur les océans, mais également au pourquoi et au comment de ces mesures. Clairement, la mise en pratique, c'est ça, c'est le concret, c'est le passage à l'expérience en mer, c'est une formation de terrain en mer, en fait. Et donc, on vise à former aux questions scientifiques par une pédagogie du faire.
Ça, c'est vraiment très important. Alors évidemment, il y a une évolution et on la vit tous, nous, dans nos enseignements. C'est une approche des questions pluri- et interdisciplinaires. Donc ça a été largement évoqué par mes collègues. Donc nous, on y est extrêmement sensibles. On cherche vraiment à croiser les disciplines quand on embarque. Il y a des questions en lien, bien sûr, avec la préservation des écosystèmes dans pas mal de campagnes. Et puis, il y a les réponses scientifiques à apporter sur la question de durabilité des océans et des activités humaines dans les océans. Ça, c'est pas seulement nous, dans nos recherches pédagogiques ou dans nos objectifs pédagogiques qui demandons ça, mais c'est aussi, je tiens à le souligner, une très forte demande de nos étudiants. Et ça, il faut qu'on y réponde. Alors, les méthodologies scientifiques, je vais vous en proposer 2 planches. Il y en a 3, en fait. C'est une attention qu'on veut porter aux approches donc multi-interdisciplinaires, donc le croisement de ces disciplines. Donc, beaucoup de campagnes le permettent, quand on peut embarquer sur un navire où il y a des campagnes. Et puis aussi, c'est bien sûr utiliser beaucoup de différentes plateformes différentes, des capteurs sur le navire, des observateurs à bord, des prélèvements et des sondes, des drones, des robots, des satellites. Là, il y a une évolution très importante. Donc, on veut s'appuyer sur l'échantillonnage de la colonne d'eau, les mouillages, les méthodes bathymétriques et sismiques et carottage long, qui sont vraiment en fait les opérations les plus emblématiques de cette approche multidisciplinaire qui va permettre aux étudiants d'inclure aussi une production de livrables, apprendre aussi à pratiquer une médiation scientifique. Un deuxième point qui a été souligné par mes collègues, c'était aussi le besoin maintenant de former en robotique sous-marine et drone, ainsi que dans l'intelligence artificielle en général. Et ça, on n'est pas toujours très bien encore préparé. On est plutôt sur des enseignements plus classiques autour des outils qu'on connaît déjà ou des méthodes. Mais là, je pense qu'il y a une révolution à faire pour aller plus loin dans ce type d'approche en pédagogie, pour piloter et traiter notamment de manière automatisée des données provenant de capteurs issus de mesures à bord. Et enfin, on a beaucoup discuté, alors il y a un long débat sur les enseignements téléopérés. Peut-on, doit-on le faire? Alors, on pense que oui, généralement. Il y a quelques collègues qui ne sont pas toujours très partants, mais je pense qu'il faut le voir sous l'angle de créer de nouvelles opportunités de formation initiale et de permettre aussi à toute une cohorte d'étudiants de communiquer et de participer à des mesures et d'analyse en mer. Il y a eu des expériences déjà tentées en temps quasi réel. Ça, c'est extrêmement stimulant de le faire entre des équipes à terre et des équipes en mer. Donc, il ne faut pas renoncer complètement à embarquer des étudiants. Et puis, on vise à toucher d'autres publics et à médiatiser également sur les questions environnementales, notamment pour bien préparer et sensibiliser les étudiants d'une part, mais aussi pour mettre en situation des personnes pour leur formation. Je pense à des professionnels, mais je pense par exemple à la communauté des formateurs en lycée et collège. Donc il y a eu des expériences comme Teachers at Sea qui ont été extrêmement fructueuses et je pense qu'il faudrait continuer là-dedans. Par contre, il ne faut pas envisager les enseignements téléopérés comme en remplacement d'embarquement, mais vraiment en complémentarité et en supplément. Et puis, en termes de potentiel de moyens, toujours pour la flotte, maintenant, c'est le potentiel de formation qu'il faut absolument maintenir en France. On a cette chance-là d'avoir des temps programmés pour les enseignements sur les navires, notamment côtiers. Mais je pense qu'il est extrêmement important qu'on puisse continuer l'effort qui a été engagé de permettre un accès plus systématique aux navires hauturiers en accompagnement et je dirais en association très étroite avec les chercheurs qui programment des campagnes. Et ça, il y a le succès de l'appel à la manifestation d'intérêt qui est renouvelé maintenant chaque année pour l'ensemble de la communauté et qui permet une concertation et donc d'embarquer des étudiants sur des campagnes de grande valeur. Alors, le généraliser aux valorisations en transit, ce serait extrêmement important, notamment dans un cadre international. Pour l'instrumentation scientifique, je pense que ça reflète un peu ce qu'on a dit dans tous les exposés. Il faut un meilleur accès aux instruments actuels et aux nouveaux instruments pour permettre aux étudiants de mieux connaître notamment ces paramètres d'acquisition. C'est une grande vertu pédagogique d'embarquer les étudiants. Alors pour les données, il nous manque aussi un système automatisé de récupération des données acquises. Et il faudrait une meilleure mise à disposition des données acquises, que ce soit lors de campagnes de formation pour les livrer aux scientifiques. Alors ça se fait déjà, mais il faudrait être plus systématique. Et inversement,
pour permettre d'accéder à des campagnes de recherche et des transits. Concernant l'impact environnemental, on a identifié quelques points. Alors là, on compte sur vous pour venir nous aider. Là aussi, on ne les a pas classés, mais on a besoin de vos réactions, de vos compléments, de vos oppositions éventuellement tout à l'heure devant le poster. Donc là aussi, on a l'idée qu'il faudrait avoir des cibles coordonnées ou des sites pour développer des études pluri-interdisciplinaires dans des zones géographiques précises. Donc il y a déjà des collègues qui sont prêts à coupler des missions sur zones d'intérêt commune de différents établissements proches, par exemple. Donc là, je pense qu'il y a un rôle très important à jouer de la part de la CNFC et de la CNFH qui évalue ces demandes de formation. Il y a une anticipation aussi à faire. Il faut également, en amont de la mission, tenter d'optimiser, comme mes collègues l'ont dit, notamment en ajustant la vitesse des travaux, en réduisant les consommables et les distances d'acheminement. Mais là, je n'ai rien de très original à vous dire. Et puis, il y a la nécessité d'accroître l'insertion des formations à la mer dans les réseaux européens et internationaux. Et enfin, pour d'autres points comme la programmation des navires, on l'a déjà dit également, nous, on a une difficulté particulière, c'est les calendriers universitaires. Donc il faudrait arriver à mieux mettre en adéquation ces calendriers avec ceux de la flotte pour optimiser les embarquements et puis favoriser des opportunités d'embarquer d'autres apprenants, pas nécessairement en formation initiale, un master, mais lors de transit ou pendant les legs de campagnes récurrentes. Enfin, je pense que c'est un point important pour nous, pour nos étudiants. Il faudrait qu'on arrive à mieux impliquer et sensibiliser les étudiants sur les coûts carbone ou les autres impacts que génère une campagne. Je pense qu'il y a trop d'étudiants qui sortent d'une campagne encore et qui ignorent en fait tout ce qui s'est produit et tout ce que ça a impacté en fait en faisant cette campagne. Donc là, c'est notre rôle, hein, et on est prêt à jouer le jeu. Et puis, il faut utiliser les missions enseignement-observation, mais à condition qu'il y ait un contrat pédagogique. On n'embarque pas juste pour embarquer, mais également en définissant des compétences et en prévoyant que ces activités soient bien reconnues dans les maquettes d'enseignement. Voilà, là, c'est la planche de synthèse pour terminer, qui reprend certains des points que j'ai mentionnés. Donc, quelques difficultés sur le traitement automatisé des données, puis les contraintes techniques et organisationnelles propres à notre communauté, et puis les points de vigilance. Donc, je pense que ça peut paraître paradoxal, mais on pense qu'il est possible d'amplifier l'enseignement en mer, même dans un contexte de réduction des impacts, en s'organisant mieux. C'est une question de former les nouvelles générations, et surtout ne pas substituer l'embarquement réel par la téléprésence, mais c'est vraiment un outil supplémentaire. Voilà, et pour terminer, je tiens à faire un remerciement au personnel, tous les personnels qui permettent les embarquements, parce que je peux vous assurer que c'est une expérience unique et inoubliable pour les étudiants quand ils embarquent. Merci. Merci beaucoup à tous les 6 pour la qualité de vos restitutions. Il est temps donc à présent de poursuivre la discussion autour des posters. Alors il y en a 7. Il y a également le groupe Atmosphère qui a un poster qui s'est constitué un peu plus tard. Donc au niveau pratique, les groupes Océan Physique et Biogéochimique, Biologie Marine et Biodiversité et Biologie Halieutique sont dans le hall de l'Aubier, donc juste devant. Le groupe Enseignement et le groupe Atmosphère dans l'espace Anita Conti, qui est juste le couloir juste après, à droite, après les escaliers. Et les groupes Paléoclimat et Géosciences Marines en salle La Prairie, donc c'est la salle avec les escaliers pour ressortir du bâtiment. Il y a des post-it à votre disposition, vous pouvez y noter vos idées et des gommettes pour valider des idées qui sont déjà écrites sur un autre post-it. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises idées. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez contribuer le plus largement possible. Il y a également un parking à idées qui est à votre disposition durant tout le séminaire dans le hall. Vous pouvez y noter voilà, tout ce que vous souhaitez. Un mot également pour la suite du programme avec quelques informations. La navette, pour ceux qui ont émis le souhait d'en bénéficier, partira à 20h30 depuis le poste de garde. Voilà, le nombre de places a été dimensionné en fonction des réponses, donc merci
de veiller à vous être bien inscrits auparavant. Elle vous emmènera en 2 points à Brest, en ville, rue Kerabekab, donc c'est près du CHU pour ceux qui connaissent, et sur le port. Demain matin, ce sera la même chose, donc 2 points de collecte pour la navette à 7h40 et à 7h50. Et un mot sur les badges, pour ceux qui ont un badge visiteur en plastique, il est impératif de le rendre ce soir pour des questions de sécurité, puisqu'il y a un comptage ensuite qui est réalisé. Vous pouvez le rendre soit dans le hall, soit au poste de garde ou dans la navette. Mais si vous avez laissé votre carte d'identité au poste de garde, eh bien, je vous conseille de rendre votre badge au poste de garde. J'espère que tout cela est clair. S'il y a... Oui. S'il vous plaît, pour nous, les personnes de l'autre côté du grillage qui avons des cartes d'accès, est-ce que nos cartes vont fonctionner après 18h? Sinon, on est coincé. Bon, moi, je pars avant. Moi, je suis bon. Mais il y a plein de collègues qui sont ici et qui risquent de se trouver bloqués. On va se renseigner. Merci d'avoir posé la question. Et demain matin, rendez-vous dès 8h30 pour un début des travaux à 9h précises, parce qu'on a beaucoup de travail. Merci beaucoup.